Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Vous publiez Les amateurs, les coulisses d'un quinquennat. C'est chez Flammarion. On a été gouverné pendant longtemps par des professionnels de la politique. On les connaît, les Chirac, les Sarkozy, les François Hollande. Avec les résultats que l'on sait, diront certains, mais c'est pas, ne prenons pas, voilà, n'ont pas de point de vue. Mais bon, bref, depuis on a fait le choix, enfin le pays a fait le choix. Ne faisons pas de... Si, il faut avoir un point de vue. Depuis le début du siècle, la France s'est désindustrialisée. Le chômage de masse a continué à miner le moral de la société. Des quartiers deviennent hors d'atteinte des forces de la République. Donc, c'est le legs. Non, ce n'est pas le legs, je veux dire le bilan des professionnels que vous avez cités, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, est un bilan négatif. Ouais. D'autres sociétés ont mieux évolué que nous. L'Allemagne a mieux évolué que nous, a perdu beaucoup moins d'emplois industriels, ne connaît pas un chômage de masse, a des problèmes, parce que tout le monde a des problèmes, mais n'a pas du coup le moral défaillant que nous, Français, nous connaissons depuis des années. Et donc en 2017, nous avons dit non aux professionnels et oui aux amateurs. Exactement. Amateur, celui qui n'a pas été aux commandes, qui n'a pas dirigé le pays. Est-ce que l'expérience est plus réussie ? C'est difficile de répondre à cette question parce que le quinquennat d'Emmanuel Macron est affecté par la crise des Gilets jaunes, qui est une crise qui vient de loin, une fiscalité beaucoup trop lourde. Fin de l'été 2013, Pierre Moscovici, ministre de l'économie, avait évoqué le ras-le-bol fiscal. Le même qui d'ailleurs avait augmenté les impôts quand il était... Oui, c'est ça. Oui, commande à Bercy. Il était à Bercy d'ailleurs quand il parle du ras-le-bol fiscal, mais effectivement, tout ça ne va pas sans contradiction. Donc la crise des Gilets jaunes empêche Emmanuel Macron de mener le programme de réforme qu'il avait souhaité mener, et la crise des Gilets jaunes n'est pas encore terminée que le Covid arrive, et donc qui affecte aussi la marge du quinquennat. Porter un regard sur le quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas facile, parce que c'est deux crises qu'il subit d'une certaine manière, à laquelle il a des réponses en général, diverses. C'est une crise par quinquennat, là il y en a deux. Oui, il y en a deux, et puis deux crises un peu inattendues, violentes, déstabilisatrices. Donc quand Emmanuel Macron, s'il est candidat à un nouveau mandat, se représentera devant les Français, son bilan sera mince. Ouais. Soyez fiers d'être des amateurs, c'est ce qu'il a dit à ses parlementaires, à ses ministres, d'où le titre. Oui, le titre... Vous l'avez pris au mot. Oui, c'est ça, oui, voilà. Le titre, en fait, c'est Emmanuel Macron qui me l'a suggéré. Oui. C'est pas un truc à charge, lui-même a défini la majorité qui le soutenait comme une bande d'amateurs. Et d'ailleurs, je cite une députée, puisqu'il a dit ça devant des parlementaires, et qui aurait dit, il aurait dit néophyte, ça aurait été plus sympa qu'amateur. C'est un peu le travers d'Emmanuel Macron, qui est une intelligence brillante et supérieure, parfois d'utiliser un peu rapidement les mots que lui suggère son esprit fécond, sans bien mesurer que quand on fait de la politique, un mot jeté devant le public peut avoir des rebondissements et des effets inattendus et un peu gênants aussi. Après, c'est normal aussi de faire preuve d'amateurisme quand on n'a pas d'expérience politique sur le terrain. La question, c'est de savoir si cet amateurisme a été corrigé au fil du quinquennat. C'est ça aussi le sujet. Si amélioration de la communication, etc. La question, c'est aussi de savoir si cet amateurisme a pénalisé l'action d'Emmanuel Macron. Et je crois que oui. D'abord, il y a de l'amateurisme dans le choix du Premier ministre. Le processus de sélection ne relève pas de... Édouard Philippe. Édouard Philippe, le premier ministre, ne relève pas le processus de sélection... C'est par défaut, c'est ça ? Oui, parce qu'il n'y a personne. Parce que en février-mars 2017, la route de l'Élysée s'ouvre devant Emmanuel Macron. Ça n'était pas du tout prévu. Quand Fillon s'effondre. Quand François Fillon a les problèmes que l'on connaît et que Bayrou se rallie. Benoît Hamon définit une campagne, alors qu'il est issu du Parti social-démocrate, qui est une campagne assez gauchiste, et qui envoie des wagons d'électeurs sociodémocrates chez Emmanuel Macron. Et tout à coup, dans les sondages, François Bayrou parachevant le tableau, Emmanuel Macron voit la route de l'Élysée s'ouvrir à lui. On est fin février, début mars. Et il n'a pas de Premier ministre. Et donc il va arriver à Édouard Philippe un peu dans l'urgence, sans connaître Édouard Philippe, sans savoir ce qu'il veut, sans savoir ce qu'il est, et leur action à la tête de l'État ne sera pas une action complice, mais une action conflictuelle. C'est ça. Et puis Emmanuel Macron n'a pas non plus réfléchi à la manière dont on organise la direction de l'État. Et tous les lundis, il y aura, je m'étends un peu sur cela, parce que je crois que c'est important, un déjeuner à 4 pour réguler tous les dossiers, ils sont innombrables quand on est au pouvoir, et à 4, c'est-à-dire en adjoignant le secrétaire général de l'Élysée et le directeur de cabinet de Matignon. Et ça aussi c'est une erreur, parce que quand on fait de la politique, eh bien ce sont les titulaires de la politique
Emmanuel Macron, Édouard Philippe, qui aurait dû prendre en charge les affaires de l'État. Et l'amateurisme, on le remarque comme ça, à des indices qui, évidemment, conditionnent les décisions et handicapent l'action. On voit Édouard Philippe, le fait qu'il y ait une relation entre eux quasi inexistante, c'est ça, entre le président et son Premier ministre, c'est pas de l'amateurisme, c'est peut-être un problème de casting aussi. Hein. Alors, quand François Mitterrand choisit Michel Rocard, il connaît Michel Rocard. Il en connaît les qualités, les défauts, il sait pourquoi il l'aime, pourquoi il le déteste. Ils sont en il le nomme d'ailleurs pour le tuer, entre guillemets, d'ailleurs. Hein. C'est ce qui a été dit. Hein. Oui, enfin, c'est-à-dire ça, on l'a dit après coup. Oui, ça c'est vrai. Michel Rocard aurait pu réussir extraordinairement à Matignon et puis avoir un destin après. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, après coup, on me dit c'était pour le tuer. Parce qu'il l'a tué, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, il l'a empêché de poursuivre son action politique à un haut niveau. Là, Édouard Philippe et Emmanuel Macron ne se connaissent pas, n'ont pas la même psychologie, n'ont rien vécu ensemble. Et donc la greffe ne prend pas. Et non. Et il n'y a pas eu la victoire ensemble, il n'y a pas eu le combat, la victoire. Non, et surtout les deux apprennent à se connaître quand ils gouvernent. Et pas à se connaître intimement, parce qu'ils ne provoquent jamais ni de tête-à-tête, ni de dîner entre eux, mais ils se connaissent au travail. Et là, Édouard Philippe, qui est droit jusqu'à l'entêtement, et Emmanuel Macron, qui est un peu vibrionnant, voit que quand une décision est prise, le président de la République peut la remettre en cause. Quand le Premier ministre dit quelque chose, le président de la République peut dire autre chose. Et tout ça, évidemment, ça a perturbé beaucoup la marche de l'État. Si, par exemple, il n'y a pas eu de réforme aboutie des retraites, c'est en partie à cause des Gilets jaunes, évidemment, puis du Covid, évidemment, mais aussi parce que les deux têtes de l'exécutif n'ont jamais réussi à se mettre l'un en face de l'autre et à trouver entre eux deux un compromis pour faire la réforme des retraites. Voilà. Dans les plus gros couacs du mandat, qu'est-ce qu'on a? Dans les plus gros couacs... liés à une forme d'amateurisme. Oh, le tout premier est spectaculaire, c'est-à-dire que par un enchaînement de petites décisions, que je détaille dans le livre, le gouvernement, c'est du jamais vu, hein, modifie l'impôt sur la fortune et en rétrécissant l'assiette, allège la facture des plus riches, oui. Et supprime en même temps une partie des allocations en logement pour les plus pauvres. Les APL. Avantager les riches et désavantager les pauvres, il n'y a pas beaucoup de gouvernements démocratiques dans les premiers jours de son pouvoir qui opèrent ainsi. Ça, comme loupé, il me semble que c'est le plus retentissant et le plus signifiant, qui peut peser d'ailleurs dans l'élection suivante. J'ai entendu Anne Hidalgo qui reparlait de la baisse des APL, qui peut peser encore dans la prochaine campagne présidentielle. Est-ce que la communication, j'y reviens, s'est améliorée? Est-ce que, encore une fois, est-ce qu'on a moins d'amateurisme aujourd'hui, ce qui est normal au terme, il y a l'effet d'expérience, il y a le... Non, normal, je ne sais pas. Emmanuel Macron n'a pas réfléchi, parce que ça lui est tombé dessus, à ce qu'est la communication d'un président de la République. Et du coup, au mois de juin 2017, il peut dire, en inaugurant une pépinière d'entreprise, il y a des gens qui ne sont rien. C'est une faute incroyable, on peut le penser, mais jamais le dire. Il dit quoi? Hall de gare, on se croise ici comme oui, dans les halls de gare, alors on croise des gens comme vous, à la qui station sont F. actifs, entrepreneurs, et puis il y a des gens qui ne sont rien. Mais personne n'est rien. Tout le monde est quelque chose. On ne peut pas, quand on est chef de l'État, que l'on est le point de convergence de la communauté, celui qui doit rassembler, dire des gens qu'ils ne sont rien. Puis il y a eu d'autres phrases. Il y a eu ces déclarations en porte-pièce, c'est ça. La première année. Ouais. Parce qu'il n'a pas réfléchi à ce qu'il représentait. Il ne s'est pas imprégné de ce qu'il représentait. Après, ça a disparu. Donc ça s'est professionnalisé. Voilà. Donc à ceux qui disent que ce livre est à charge contre le président, vous tirez à vue sur la Macronie? Non. Non, en fait... Tout n'a pas été raté en 5 ans non plus. Ah non, tout n'a pas été raté. Je l'ai dit au départ de notre conversation, les crises ont handicapé l'action. Mais ce n'est pas du tout un bilan à charge. Le livre procède plutôt d'une enquête et pas d'une volonté. Et je me suis bien amusé à faire l'enquête, je me suis amusé à l'écrire. Principale qualité du chef de l'État, c'est son intelligence. Intelligence supérieure, c'est ça. Et dans son défaut, alors c'est quoi certains points Le narcissisme et manque de sensibilité, diront certains aussi. Oui, c'est ça, c'est un peu la même chose. Nicolas Sarkozy était terriblement narcissique. Mais Nicolas Sarkozy avait éprouvé à Neuilly, qui n'est pas la ville la plus difficile à gérer dans le pays, mais il avait éprouvé à Neuilly les difficultés de ses concitoyens qui venaient le voir chaque semaine à sa permanence municipale. Emmanuel Macron, son intelligence l'a porté dans des mondes divers et toujours dans une forme de réussite et d'admiration de la part des gens qu'il croisait, qui ont construit une personnalité, oui, très narcissique. Et je pense que c'est dur de gouverner. Tous les coups qu'il a ramassés au pouvoir, parce qu'il en a ramassé beaucoup, la crise des Gilets jaunes notamment, il a été pris à partie ou puis envolé par des gens qui ne voulaient rien moins, c'était ce qu'il disait, on va te tuer.
tous les coups qu'il a pris au pouvoir, parce que c'est dur le pouvoir. François Hollande dit que présider, c'est présider les crises en France, lui ont sans doute appris à mieux parler, et donc un peu d'humilité. Et donc il faudra voir ce que ça donnera dans une deuxième campagne s'il est candidat à un deuxième mandat. S'il est candidat, évidemment. Soyons prudents. Oui, oui, soyons prudents. Chacun est maître de son destin. Son absence de proximité aujourd'hui avec les Français, c'est un truc qui revient souvent. Est-ce que c'est un problème de fond qu'il n'a pas résolu? Il faudra voir quand il dira « je suis candidat à un deuxième mandat », s'il le dit. Oui, s'il le dit. Hein. S'il le dit, comment ce sera accueilli par les Français? Est-ce que les Français auront envie de continuer avec lui ou pas? Et sinon, ceux qui n'auront pas envie de continuer avec lui, pourquoi? Parce qu'il les aura déçus, il les aura froissés, il aura montré de lui une image qu'ils n'ont pas aimée. Ça, on le comprendra mieux quand il dévoilera son intention. S'il veut faire un deuxième mandat, eh bien, on comprendra quel est son rapport avec l'opinion publique après avoir gouverné pendant 5 ans. On a vu lors de la crise des Gilets jaunes, je pense même qu'on en a été étonné, que beaucoup de gens concevaient à son égard, et ça n'est pas justifié et défendable d'ailleurs, une forme de violence qui pouvait aller jusqu'à des décapitations symboliques. C'était assez Après, dans les sondages, il est toujours entre 24 et 30% au premier tour. Alors, dans les sondages, il est toujours au quart de l'électorat en termes d'intention de vote, et il n'a aucune alliance, aucun réservoir de voix. Voilà. Il est dominant, parce que tout le reste est plus faible. Ouais. Les Républicains, grand parti de gouvernement, ils sont pesés à 15. Ouais. Quand on prend le candidat qui paraît être le plus solide chez eux, Xavier Bertrand. 15, c'est historiquement bas. Donc Emmanuel Macron, au quart de l'électorat, est dominant. Les socialistes sont à 5. Donc, ce qui lui assure quasiment, pour l'instant, d'être qualifié pour le second tour. Ah, voilà, d'être qualifié pour le second tour, mais qui ne lui donne pas de second tour, qui ne lui donne un second tour que par effet repoussoir du candidat qui sera opposé à lui. Ça dit quand même une démocratie très fragile, très faible. C'est un problème, bon, on vit avec, mais tout de même, si la réélection d'Emmanuel Macron apparaît aujourd'hui le plus probable s'il est candidat, ça n'est pas une réélection triomphante. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lors de son premier mandat, bénéficiait précisément de cette nouveauté. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et voilà. Et la seule nouveauté dans cette campagne, la seule nouveauté, c'est Éric Zemmour. Et ben voilà. Pourquoi si peu de nouvelles têtes qui émergent à droite? On a Valérie Pécresse, qui était ministre du Budget sous Jacques Chirac, Xavier Bertrand, je veux dire pareil, ministre de la Santé sous Jacques Chirac, Anne Hidalgo. Pourquoi peu de nouvelles têtes émergent? Pour des fonctions de cette importance, il est sain que nous ne serions pas confrontés à des nouvelles têtes. Diriger l'État, ça demande quand même un peu de pratique de l'action gouvernementale. Il faut qu'il y ait du renouvellement quand même aussi. De l'action politique. Il y a du renouvellement. Valérie Pécresse n'a jamais été candidate, Xavier Bertrand n'a jamais été candidat, Éric Zemmour n'a jamais été candidat, Anne Hidalgo n'a jamais été candidate à l'élection présidentielle. Il y a du renouvellement. C'est pas la question du renouvellement, ce sont des gens d'expérience que nous avons devant nous depuis longtemps. Éric Zemmour, c'est tout neuf. Pour le coup, et son succès en 1 mois et demi de cette pré-campagne est spectaculaire. C'est inédit quasiment, non? D'avoir en 1 mois un candidat qui passe de 3, 4, 5 à 16 ou 17. Quelqu'un qui n'avait jamais fait de politique, oui, je pense que c'est inédit. Oui, c'est inédit. Sur quelle base ça repose? Essentiellement la dénonciation du nombre de musulmans et de la pratique de l'islam en France. Donc c'est une base étroite. Est-ce que c'est pas une base étroite, pas en termes d'intention de vote, parce qu'il y a 17%, mais une base intellectuellement étroite? Est-ce que ça suffira pour Éric Zemmour, pour le chemin qu'il lui reste à faire jusqu'au mois d'avril ou pas? Ça n'arrive pas trop tôt d'être si haut, si vite. Non, parce qu'après, il faut rester à ce niveau-là. Oui, il faut rester, mais c'est particulier. C'est pas que ce soit trop tôt le problème. Éric Zemmour fait une offre politique qui séduit une partie de l'électorat de droite. Qui n'est pas si nouvelle que ça, si on enlève la marque Front National. Qui depuis longtemps, une partie de l'électorat de droite dite républicaine, de droite des Républicains, qui depuis longtemps est sensible au discours que tient le Rassemblement national, mais qui voyait la marque Le Pen comme un obstacle. Donc Éric Zemmour, il fait une offre à cette partie de l'électorat des Républicains. Il séduit aussi une partie de l'électorat du Rassemblement national qui trouve que dans son souci de respectabilité, Marine Le Pen ne parle plus de ce qui les préoccupe le plus, c'est-à-dire l'immigration. Ce serait trop normalisé. Donc il fait une synthèse qui porte d'un coup l'extrême droite à 35% des intentions de vote. Regardez les démocraties autour de nous, personne n'est dans cette situation. Est-ce que c'est durable ou pas? On ne sait pas. On voit que Marine Le Pen est déstabilisée. Oui. Quand il monte, elle baisse. Ça, c'est mécanique. Elle baisse. Alors pour l'instant, on découvre un peu tout ça. Les deux sont à égalité. Il semblerait qu'il y ait un petit palier pour les deux. À la baisse pour Marine Le Pen, à la hausse pour Éric Zemmour. Est-ce que c'est durable ou pas? Est-ce qu'en décembre, le tableau sera encore celui-là? Est-ce qu'Éric Zemmour aura fait le trou par rapport à Marine Le Pen?
ou bien l'inverse? C'est une question importante parce que ça conditionne la suite, évidemment. On ne note pas assez que dans la primaire des Républicains, il y a un candidat qui parle comme Éric Zemmour, qui est Éric Ciotti. Il faudra regarder le score qu'il fait, et on voit bien là les ponts qui peuvent exister pour des ralliements avant le premier tour, entre les deux tours. Donc c'est un paysage politique qui n'est pas construit pour l'instant. Il faudra qu'on s'avance encore dans le temps, que les candidats parlent, qu'ils expriment devant les Français ce qu'ils ont à exprimer, et que ceux-ci réagissent pour comprendre un peu à quoi on sera exposé au mois d'avril. À 16%, ceux qui disent qu'il a atteint son plafond de verre, on ne sait pas. Ah non, on ne sait pas. Non, on ne sait pas, en fait on ne sait rien. Et puisque les Français ont vraiment la tête à l'élection, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui disent je voterai pour lui... Au printemps 2012, au printemps, non, alors à l'automne 2011, on voyait bien que le duel Sarkozy-Hollande était le duel probable. Et il s'est produit. Il y a des élections qui sont claires. Ce sera la 11e élection présidentielle. Dans les 10 précédentes, il y a des élections qui étaient claires, où on distinguait les rapports de force. 81, Mitterrand-Giscard, c'était très tôt installé devant nous. Et puis il y a des élections qui sont difficiles à saisir. 95 était difficile à saisir, 2002 était difficile à saisir. Et là, on a l'impression, en cet automne 2021, que la situation n'est pas tranchée. Il n'y a pas de personnage fort, en fait, parce que le président de la République à 25%, c'est faible, les intentions de vote. Il n'y a pas de personnage fort, et il y a une bataille à droite qui est loin d'être tranchée. Droite, extrême droite, très loin d'être tranchée. Ouais. Il y a un emballement médiatique autour d'Éric Zemmour, qui le porte. Oui. Mais comme disait François Mitterrand, les médias, ça lèche, non, c'est François Kahn qui disait ça. Vous avez raison. Oui, est-ce qu'il y a un emballement? Oui, d'une certaine manière, puisqu'il y a irruption d'Éric Zemmour. Tous les médias regardent le phénomène et se soucient peu des autres candidats. Éric Zemmour bouge le petit doigt, et il y a 25 caméras qui ont filmé le candidat en train de bouger son petit doigt. En même temps, est-ce que ça peut être autrement? Non. Le surgissement d'un candidat de cette nature dit quelque chose de la société. Monothématique, parce qu'il a... Aujourd'hui, est-ce qu'on peut gagner une élection en disant pas grand-chose sur l'économie, notamment? C'est quand même, possible, on parle du pouvoir d'achat comme étant la principale préoccupation des Français aujourd'hui. Hein. Théoriquement, c'est possible, oui. Est-ce qu'un candidat comme Éric Zemmour peut gagner l'élection? Oui. Oui, bien sûr. Oui. La société française est une vieille société chrétienne, travaillée par la présence de l'islam, inquiétée par le terrorisme. Oui, bien sûr, il y a un triangle là qui peut donner une base. La base est étroite, elle peut être solide. Mais elle peut, voilà, il faut voir. On me dit la principale préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Oui, bien sûr, mais est-ce que c'est plus fort que la crainte des Arabes? On verra. C'est une question. Et les classes populaires, elles peuvent vraiment se reconnaître? Oui, pourquoi pas. Il a un programme libéral aujourd'hui. Il nous parle de travailler jusqu'à 64 ans, il nous parle de moins d'État. Je ne sais pas si c'est un programme libéral, c'est un programme partagé avec beaucoup. Éric Zemmour a été longtemps eurosceptique dans ses écrits, dans ses discours. Il a gommé tout ça. Oui. Plus aucun candidat, Marine Le Pen non plus, ne dit il faut sortir de l'euro. Vous savez, les gens qui ne disent plus il faut sortir de l'euro conviennent qu'il faut avoir un dialogue fécond avec l'Allemagne. S'il faut avoir un dialogue fécond avec l'Allemagne, on va arrêter les bêtises du chéquier que vous évoquiez dans la première partie de l'émission et on va en revenir à un cadrage budgétaire plus strict. Donc, vous savez, libéral ou pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Tant qu'on veut rester dans l'euro, et en sortir serait un autre détriment. Il y a des règles communes. Eh bien, ça contraint considérablement les politiques économiques. Donc, il y aura un consensus là-dessus. Et la campagne, la différence de la campagne, on la note bien aujourd'hui sur les questions migratoires. Ouais. Et on voit que sur les questions migratoires, plusieurs candidats de LR disent il faut, un encore hier soir, il faut arrêter de dialoguer avec la Cour européenne des droits de l'homme, etc. On voit bien que ce sont des débats qui séduisent de plus en plus de gens et c'est de l'infidélité à ceux que nous sommes, parce que s'il y a une Cour européenne des droits de l'homme, c'est bien parce que la France a écrit la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Je ne suis pas sûr qu'on réfléchisse beaucoup à tout ça, mais une campagne, c'est ça. On parle beaucoup, puis quelquefois on réfléchit après. Ouais. On gagne, après on voit. Exact. Quand on gagne. Est-ce que cette progression d'Éric Zemmour, ça ouvre le jeu, puisque ça fait baisser le ticket d'entrée, pour le coup, au second tour? L'incertitude aujourd'hui, elle serait éventuellement sur le deuxième qualifié. Oui, je pense que l'incertitude est forte. Si on considère qu'Emmanuel Macron arrivera en tête du scrutin, on est sûr de rien, mais considérons cela pour l'analyse. À ce moment-là, le second tour, s'il est à 15%, on ne sait pas quel sera le second candidat. Le second candidat pour se qualifier au second tour. Ça peut être
Marine Le Pen qui aura cessé de descendre, Éric Zemmour qui continuera à monter, le candidat des Républicains qui, 15-16, ce qui est très bas pour les Républicains, peut y parvenir, et aussi un candidat de gauche. Je pense qu'on néglige trop le fait qu'il y a en jachère, pas saisi aujourd'hui par un discours cohérent, mais on est fin octobre, donc le temps existe pour faire cela, il y a en jachère un électorat social-démocrate important. Qui a rejoint Emmanuel Macron en 2017, parce que Benoît Hamon a fait la campagne qu'il a fait, et qui est disponible pour des aventures, qui restera avec Emmanuel Macron si on ne sait pas lui parler. Et donc je pense que la candidature d'Anne Hidalgo est enterrée quelquefois trop vite. Elle a mal démarré, elle a fait passer des messages qui sont apparus démagogiques. Si elle les précise, si elle construit un autre personnage que le personnage froid et distant qui est le sien aujourd'hui, je pense que cet électorat-là peut la regarder autrement. Donc, cette élection, me semble-t-il, n'est absolument pas jouée. Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Des candidats potentiels jouent plus ou moins bien leur partition en ce début de campagne. S'ils affinent leur jeu, eh bien, on peut les retrouver à des niveaux, au mois de février, mars, que nous n'attendions pas. Encore une fois, dans les 10 élections précédentes, des candidats ont très vite trouvé le créneau et le discours. Et l'élection s'est passée comme elle était prévue. Et d'autres élections se passaient différemment. Jacques Chirac, décembre, que je ne dise pas de bêtises, 1994, c'est 4% dans les sondages. Oui. Et le lendemain du jour où il s'est déclaré à Lille candidat à la présidence de la République, une caméra de France 3 le filme en lui disant « Est-ce que vous irez jusqu'au bout ?» Oui. Il dit oui. Et derrière, il y a une vache qui urine à granger et l'image fait rire tout le monde. Et on se dit en voyant cette image, ce type-là, il n'y arrivera jamais. Eh bien voilà, il y est arrivé. Donc, méfiance et prudence. Ouais. Après, en 2017, on est en décembre 2016, les sondages donnent Juppé gagnant. Donc voilà, c'est la limite des sondages à 6 mois d'élection. Pas la limite des sondages. Parfois, le paysage politique est tellement mouvant qu'il faut avoir un peu de distance par rapport aux mesures qui sont de l'opinion publique, qui sont intéressantes, qui disent quelque chose qu'il faut savoir lire. Mais quelquefois, il faut prendre un peu de distance et se dire que le corps électoral est tellement plastique que la photo ne vaut que pour l'instant et qu'elle peut évoluer beaucoup. Donc tout est ouvert. Je pense, oui. Je pense que tout est ouvert. Oui. Éric Zemmour, président de la République, c'est pas impossible. En attendant, il y a les amateurs. Les coulisses d'un quinquennat signé Jean-Michel Apathy aux éditions Flammarion. C'est plus facile de prévoir le passé que de dire l'avenir. Absolument. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Jean-Michel Apathy, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Au revoir. Au revoir.